Qui se souvient de... Ken, survivant de l'enfer. Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique Pop. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour l'accueil plus que chaleureux que vous avez fait pour la dernière vidéo sur Candy. En toute sincérité, cette petite chaîne n'était clairement pas prête à recevoir autant de commentaires positifs, constructeurs. Et pour tout cela, merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Toutefois, aujourd'hui, on change radicalement d'ambiance puisqu'on quitte les vertes collines pour un univers totalement irradié avec Ken le survivant. Un manga animé aussi controversé qu'apprécié. Alors, est-ce que j'ai aimé Ken le survivant? Quelle en est mon analyse? Comment ça se termine? Et pourquoi c'est culte? Retour sur l'un des piliers de l'animation ayant révolutionné toute une époque. Avant de connaître la consécration, l'illustrateur Tetsuo Hara a bien peiné. Ayant pourtant remporté un concours de jeunes talents organisé par le magazine Fresh Jump, ses premières créations ne captivent pas. Que ce soit Mind Fighter, inspiré de Mad Max, ou The Iron Dawn Quixote, inspiré par les courses de moto, le public ne le suit pas. Des échecs successifs qui amènent progressivement Tetsuo Hara à un ultimatum, soit réussir son prochain coup, soit arrêter de façon précoce sa carrière. Heureusement, son éditeur Nobuhiko Ori connaît le seul véritable point faible de Tetsuo, sa façon de raconter des histoires. En bon manager, Ori l'encourage, le place dans les meilleures conditions, utilise ses forces et compense sa faiblesse. Plus précisément, il oriente Tetsuo Hara vers ses goûts prononcés pour les arts martiaux ainsi que l'acupuncture et l'associe à un scénariste nommé Buronson. Une addition d'idées qui façonne un univers post-apocalyptique dans lequel le héros démolira ses ennemis en frappant leurs points vitaux. Une histoire reprenant les bases des échecs passés, agrémentée par des zestes de films de Bruce Lee, de Mad Max et de clins d'œil à la culture pop. Et c'est ainsi que naît Hokuto no Ken, en anglais First of the North Star, et en français, Ken le survivant. Un manga qui est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump entre septembre 1983 et août 1988. Le reste, c'est une déflagration. Je n'ai plus du tout envie de jouer. Grâce à son succès, la Shueisha compile Hokuto no Ken en 27 volumes et la Toei Animation l'adapte dès 1984 en 109 épisodes animés. De quoi bien renforcer sa popularité sur l'archipel nippon grâce notamment au travail du chara designer Masami Suda et de partir en cargo à la conquête du reste du monde. Et ce, avant d'un côté sur les rivages français. Le Club Dorothée étant le premier à diffuser ce mawashi guéri de violence graphique dès 1988. Bon et alors, quelle est l'histoire de Ken le survivant? Petit rappel pour ceux qui, comme moi, avaient une maman qui préférait les mettre devant ça. L'histoire post-apocalyptique se déroule dans un 1990 fictif. Le monde a été ravagé par une guerre nucléaire et désormais la loi du plus fort remplace la civilisation réduite à l'état de ruine. Dans ce monde ultra violent, les pillages et persécutions tyrannisent les plus faibles. Vous nous avez pas demandé notre avis, moi? Je proteste. Ceux qui protestent subiront tous le même sort, compris? Toutefois, il existe une lueur d'espoir et un semblant de justice. C'est Kenshiro, l'héritier d'une légendaire école d'art martial vieille de 2000 ans nommée le Hokuto Shinken. En français, l'art divin de l'étoile du Nord. Maîtrisant des techniques curatives dont l'une permet la création de la vie à partir du néant, Ken est surtout redouté pour sa capacité à pulvériser l'adversaire en frappant ses points vitaux. Technique qu'il compte bien mettre à profit pour remplir son objectif, celui de retrouver Shin, son ancien ami devenu ennemi juré. En effet, celui-ci est un traître qui lui a causé 7 cicatrices dessinant la constellation de la Grande Ourse sur le corps avant d'enlever sa femme en français, Julia.
Ken arpente le monde désormais en compagnie de deux orphelins, Bart et Lynn. Lors de sa quête, il vengera les injustices subies, affrontera des gangs impitoyables, désossera des seigneurs de guerre, luttera même contre ses frères adoptifs, maîtrisant aussi le Hokuto Shinken et rivalisera avec les disciples de l'école concurrente, le Nanto Senken. En français, le point sacré de l'étoile du Sud. Oh, bordel! Ken le survivant, l'animé que je ne pouvais pas regarder parce que moi, à l'époque, j'avais à peine 5 ans. Et c'est donc ma mère qui contrôlait la télécommande, même si parfois elle n'était pas assez rapide pour m'empêcher de voir toutes ces effusions de sang et ces radiographies du corps humain. Ken, c'était l'animé souvent cité par les plus grands, une sorte de légende urbaine auquel je ne pouvais accéder sous prétexte que ce n'était visiblement que pure violence décomplexée, avec un héros ayant plus de sourcils qu'Emmanuel Chin. Et pourtant, même si l'animé manque cruellement de subtilité et semble faire l'apologie du frappons d'abord, discutons ensuite, c'est aussi un sacré défouloir de torgnole psychologique. Ainsi, l'animé explore autant de thèmes profonds que Ken n'atomise de punk à chien crasseux. Vengeance, rédemption, loyauté, justice, compassion ou encore rapport au pouvoir. Sans même évoquer la notion de destinée ou de libre arbitre, Ken soulève plus de questions que de rochers. Jusqu'où peut-on aller par vengeance? Rendre la justice à coups d'uppercut destructeur, c'est vraiment la solution? Ou ne serait-ce que participer à la cruauté de ce monde? Les sujets philosophiques s'empilent tant que même le héros peut se questionner. Car après tout, quelles seront les conséquences de ces assassinats sur sa personnalité? Une personnalité d'ailleurs complexe qui fait bien comprendre de se méfier de Lokidor, calme et réservé. Avec sa force tranquille et sa détermination inébranlable, Ken ne dévie jamais de sa route. Malgré l'adversité, il avance constamment pour restaurer la paix, mais surtout retrouver celle qu'il aime. Oui, Ken n'est clairement pas un poète, mais il célèbre l'amour de son prochain avec des high kicks. Oui, Ken tatane ses ennemis et lutte contre ses démons intérieurs, mais il apprend aussi à accepter tout autant son passé que son destin. Ken le survivant, c'est bien entendu une plongée dans la loi du plus fort. Les plus faibles subissent et disparaissent. Peut-être une métaphore de l'inconscient de Tetsuo Hara. Vous savez, l'ultimatum, soit endurcir ses histoires ou mettre un terme à sa carrière. Hokuto no Ken est donc un éloge à l'espoir. Une sorte de David contre Goliath, car c'est bien souvent le plus petit qui gagne face au colosse. Kenshiro est un phare dans les ténèbres. Il ouvre la voie, dératise et devient progressivement l'homme providentiel tant attendu par une population à l'agonie. Oui, Ken, le survivant, ne perfore pas seulement les tanks à main nue. Il attaque aussi le cervelet, pose une pleine réflexion sur les dangers du pouvoir et les conséquences désastreuses d'une guerre nucléaire. Qu'elle soit humaine ou écologique, comment survivre dans un monde aussi impitoyable qu'inhospitalier? Comment réagir face aux terroristes, au manque d'eau et de nourriture et aux menaces environnementales? Un animé devenu au final proche d'une certaine réalité. Quoi qu'il en soit, Tetsuo Hara a imaginé un univers cauchemardesque et clame l'influence majeure que le film post-apocalyptique Mad Max a eu sur lui. Oui, ce film avec Mel Gibson a clairement influencé Hokuto no Ken pour une double raison historique. La première, Mad Max illustre le traumatisme japonais et l'horreur des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. La seconde, Mad Max est sorti en 1982, soit en pleine guerre froide. Un contexte sociopolitique tendu, inquiétant d'autant plus au Japon. En gros, Ken le survivant est certainement une thérapie pour exorciser les peurs de Tetsuo. Et même dire tout ça serait limiter l'œuvre et minimiser le travail de Buronson. Car en effet, dans Hokuto no Ken, il n'y a pas que Kenshiro et un monde ravagé, mais aussi tout un tas de personnages
qui bonifie l'intrigue. À commencer bien évidemment par l'élément central de l'histoire, celle grâce à qui Kenshiro trouve la motivation de se battre, Julia. Dans ce monde violent corrompu, elle incarne l'idéal de beauté et de pureté. Devant les exactions de Shin pour la séduire, elle préfère encore mourir en se jetant du haut d'un palais. Aux côtés de Ken, on retrouve Bart, le symbole de l'innocence au beau milieu du chaos. Aussi peureux que courageux, c'est l'orphelin parti de son village pour que sa part d'eau soit donnée à d'autres enfants. Il suit Kenshiro, persuadé qu'à ses côtés, le manque de nourriture disparaîtra. Ensuite, il y a la résiliente Lynn. Et comme le dirait un villageois, elle est le dernier rayon de soleil que Dieu ait laissé sur Terre. Malgré avoir assisté à la mort de toute sa famille et avoir temporairement perdu l'usage de la parole, elle apporte le soutien émotionnel à ses compagnons. Bon ou mauvais, les personnages d'Hokuto no Ken ne sont pas lisses. Leur humanisation flirte même parfois avec la tragédie shakespearienne. Les frères adoptifs de Ken illustrant par ailleurs cette idée. Tout d'abord avec Rao, le fameux Raoul. Raoul, le roi du haut couteau de cuisine, était toujours de ce monde. Habité par sa soif de pouvoir, ambitionnant de maîtriser toutes les techniques, il souhaite dominer le monde. Ken, je suis l'égal des dieux, le maître absolu. Quitte à même commettre un patricide en tuant leur père, Ryuken. Ensuite, le désintéressé Toki contraste avec Jagger. Il rend les autres heureux, mais lui, il est si fatigué. Si le second frère de Ken est fort et préfère utiliser sa technique pour guérir plutôt que d'assassiner, le dernier frère est aussi faible que fourbe. Jagger n'est que l'usurpateur qui incite Shin à kidnapper Julia et qui s'inflige cette cicatrice pour se faire passer pour Ken. L'anime regorge de personnages secondaires. C'est même parfois silence qu'on finit par se perdre dans tous les dilemmes éthiques et moraux. En vrac, on a Souther, un empereur autoproclamé qui est cruel avec les enfants alors que lui-même a été abandonné à la naissance. Il y a Shu, un combattant qui se refuse à tuer Souther alors qu'il en a l'occasion simplement parce que cela provoquerait la mort de centaines d'innocents. Que dire de Fudo qui trouve la mort dans les bras de Ken après avoir combattu par amour paternel. Ou Rei, un personnage si intéressant que sa mort est l'une des plus poignantes. Que dire aussi de Ryuga, le frère de Julia, qui se met au service de Raoul par désillusion, le tout avant de se sacrifier en comprenant que ramener l'ordre par la douceur est préférable que par la force. Le monde est trop dur pour que l'amour puisse s'y imposer sa loi. Il faut une poigne de fer et un cœur cruel pour y remettre de l'ordre. Ne m'en veux pas, Julia. Comme la liste nécrologique est encore longue, clôturons avec l'ambigu Shin. L'ami sincère de Ken, devenu le traître qui le défie, lui cause cette cicatrice et kidnappe sa femme. Tout cela pour la simple et bonne raison qu'il aime aussi Julia. De quoi pousser Ken à enterrer son ancien ami après l'avoir tué. Bon, et alors, si Ken le survivant est aussi intelligent que profond, pourquoi cette réputation de sale gosse en France ? Pourquoi toutes ces polémiques et ces fantasmes? C'est simple, vouloir remplir des grilles jeunesse à bas coût, c'est une bonne idée. Mais prendre la responsabilité de vérifier le contenu, c'est encore mieux. Et cela évite aussi les légions d'associations familiales menées par Ségolène Royal. Alors bien sûr, je n'ai pas une tête de mère la pudeur, je suis vraiment foncièrement hostile à la censure ou à l'idée de rétablir un ordre moral. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. À croire que la cloueuse du cercueil du club Dorothée cherchait déjà un moyen d'exister politiquement. Ça s'est envoyé. Non mais sérieusement, qui s'est dit chez TF1 ou AB Prod, tiens, je vais mettre Ken le survivant entre les bisounours et Olive et Tom. De toute façon, ce ne sont que des gosses qui ne capteront même pas que des types à la taille de mammouth implosent. Et c'est ainsi que cet animé initialement diffusé au Japon à 19h pour un jeune public adulte s'est retrouvé entre les mains de doubleurs qui devaient apposer un Peggy 16. Bon, le truc, c'est qu'eux étaient conscients que l'animé serait destiné à des enfants. De quoi motiver leur envie d'arrêter le travail sur Hokuto no Ken ou d'obtenir une pleine liberté sur les dialogues. Et puisque supprimer tout simplement Ken des grilles de programmation aurait coûté plus cher, on a insisté à une véritable cour de récréation dont voici un florilège. Est-ce que vous savez où je peux trouver Ryuga? À Montélimar. Je te présente mes gardes du corps personnels.
Benji et Gigi. Il va falloir qu'on le rattrape et que je retrouve Henri, Roger, Jean-Pierre et Marcel. Eh ben si lui fait des miracles, tu peux m'appeler Jean-Baptiste. C'est le village des miracles? C'est là où il y a un homme qui guérit uniquement par attouchement. Ça ne va pas? Vous voulez des biscuits? C'est mon grand-père, il a mangé trop de saucissons et il peut plus parler, il a sûrement trop soif. Je ne regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir mon nonos. Buvez cette eau croupue pendant qu'elle est fraîche. Oh, je glisse. Mes ongles. Oh, j'ai plus d'ongles. Pourquoi tout le monde est toqué de Toki alors que je suis un génie? Oui, papa, nous ferons de notre mieux. Oui, mieux. Qu'on fasse joujou. Non, oh non, oh pas joujou, au secours, non, pas joujou. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Ses poignets sont d'une finesse. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Te punir pour avoir tué celle que j'aimais. Et pour ça, tu te déshabilles? Coup de pied volant, non identifié. Tire-bouchon saignant et couteau. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Couteau à steak. Attaque au couteau, dites attaque helvète. L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. Attaque, menton de tigre. Il utilise la technique planche à pain. La technique de combat de la banquette royale est née en Chine. Le roi du haut couteau très aiguisé. Je serai bientôt le seul et unique détenteur du savoir au couteau à huître. Je suis le roi du haut canif. Je suis Souzer, le roi du manteau de fourrure. Tout le monde vivra dans la crainte du roi du haut couteau suisse. Tu es sans nul doute le digne héritier de l'école au couteau multilame. Il va nous transformer en galette des rois. Ah, je maigris. Non, je ne veux pas mourir, non. Tu ne me frapperas pas, la. C'est impossible, c'est pas écrit dans l'histoire. Non, tu dois pas me tuer. Ben, j'ai pas vu les coups partir. Oh mais oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ken, arrête, j'ai rien vu du tout. Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia. Amenez-moi cet architecte. Elle est morte par sa faute. Nous resterons amis à jamais tous les deux. N'est-ce pas, hein, Julia? Oui, chef. Appelez-moi Ken, voulez-vous? Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite. C'est donc tous ces concours d'improvisation et de jeux de mots, ainsi que la mauvaise qualité des traductions, qui ont dénaturé le message philosophique de Ken. Nuisant à la compréhension de l'histoire et provoquant d'énormes confusions, cela a même fait naître un sentiment anti-japonais et rendu Ken comique. Et pourtant, que l'on aime cette version ou qu'on la trouve ridicule, le casting des doubleurs est de qualité. Parmi eux, on retrouve Philippe Orgooz, la voix de Ken, qui aura aussi été la voix française de Martin Sheen, Dustin Hoffman, Bruce Lee ou John Travolta. Ah, ça alors. À ses côtés, Jean-François Kopf, qui deviendra la voix de Mickey dans les années 90. Moi, je n'arrive pas à le croire. Patrick Mess, qui sera la voix d'Hagrid dans Harry Potter. Et bien sûr, l'incontournable Brigitte Lecordier. Perso, j'ai comme le sentiment amer d'être passé à côté de quelque chose. Mais en même temps, je me dis que ce foutoir a rendu culte Ken en France. Et d'ailleurs, je suis aussi curieux de connaître ton avis sur Ken le survivant, ainsi que sur le doublage. Donc, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et si jamais tu te souviens d'une réplique, partage-la aussi, histoire qu'on se marre. Bref, avant de connaître la conclusion sur Ken le survivant, voici quelques anecdotes. Pour ceux qui sont aussi nuls que moi en japonais, Okuto no Ken signifie le poing de la grande ours. Le générique français a été interprété par Bernard Denima, le même derrière les génériques de Dr Slump et Galaxy Express. Mais bon, quitte à écouter le générique de Ken le survivant, autant s'écouter celui-là. D'ailleurs, les musiques ont été composées par Katsuhisa Hattori, à qui l'on doit aussi Tom Sawyer. Philippe Orgooz, le doubleur de Ken, a qualifié l'œuvre de nazi parce qu'il était persuadé d'y avoir vu des croix gammées. Ne disposant pas de magnétoscope dans les années 70 ou comme diraient certains, les années 70, Tetsuo Hara dessinait de mémoire des versions manga de Bruce Lee. Dans le prototype d'Okuto no Ken, Kenshiro était à la base un adolescent accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Ken le survivant a été adapté en spectacle live en 2018. Quoi de plus normal pour du Shakespeare steampunk? Mais ce qui est plus original et étonnant, c'est d'en avoir fait une comédie musicale. Au-delà de devenir un mème sur internet, la phrase culte de Kenshiro, Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. ou en japonais, Nani?
a été échantillonné dans une chanson qui a cartonné sur TikTok. Bon, et alors, comment se termine Ken le survivant? Autant le dire, il aura fallu attendre longtemps pour connaître la conclusion en version française. Avec une diffusion interrompue à l'épisode 84, c'est seulement en 2009 que le doublage sera finalisé. Ainsi, on assiste à la fin du combat entre Ken et Raoul. Même si tous les deux sont en sang et affaiblis, Ken arrive à porter un ultime coup. Raoul comprend dès lors sa défaite, avoue n'avoir aucun regret et apprend que les émotions doivent s'assumer et non être rejetées parce qu'elles sont les meilleurs alliés. En fin de compte, c'est l'amour qui te rend plus fort, c'est ça? Aussi, lors du combat, les larmes de Lynn réveillent Julia plongée dans un état proche de la mort. Raoul l'a en effet placée dans un sommeil profond pour stopper sa maladie incurable. Quelle femme incroyable! Il le transférera une partie de son aura à Julia pour lui accorder des années supplémentaires de vie et s'infligera lui-même le coup de grâce. De quoi faire revenir la lumière sur le monde, mettant fin ainsi à l'hiver nucléaire. Ken devient l'ultime héritier du haut couteau et part à cheval avec sa bien-aimée. Quant à Lynn et Bart, ils promettent de ne pas les suivre en espérant que Ken reviendra les voir un jour. Un souhait qui deviendra une réalité avec Hokuto no Ken 2. Oui, comme pour tous les bons films d'action des années 80, Ken le survivant a eu une suite. Non seulement en film d'animation, mais aussi avec cette série en 43 épisodes. À ma connaissance actuelle, pas encore traduite en version française. Et si jamais vous vous demandez de quoi ça parle, c'est simple. On reprend quasi les mêmes ingrédients. Pour commencer, Dame Julia est morte. Bart est devenu chef d'une bande de résistants appelée l'armée du haut couteau, luttant contre l'armée de l'empereur Céleste. Bart est par ailleurs toujours amoureux de Lynn. Celle-ci aura appris entre-temps que ses parents morts n'étaient en réalité que des parents adoptifs et qu'elle a une sœur. Le tout avant de se faire kidnapper. Ce qui, bien évidemment, motivera Ken à se rendre sur ses terres natales, démolir le frère biologique de Raoul et prendre Ryu comme disciple. Ah oui, Ryu c'est le fils de Raoul. On peut donc ajouter que Ken le survivant est une belle saga familiale. Après 40 ans d'existence, Ken le survivant est devenu légendaire, populaire dès sa parution, emprunté de tragédies, d'actions intenses et de moments émotionnels. Cette saga épique occupe une place de choix dans l'histoire de l'animation japonaise, ayant contribué à façonner le genre du shonen et du seinen, tout en introduisant des thèmes plus sombres et adultes. Hokuto no Ken demeure une référence vendue à plus de 100 millions d'exemplaires. Qu'importe les critiques, les polémiques et les censures, rien n'a arrêté ce mastodonte de l'âge d'or de l'animation des années 80. Mieux, telle l'influence que Mad Max a eue sur lui, Hokuto no Ken a impacté la culture pop. Que ce soit pour le manga Berserk de Kentaro Miura, voire sous certains aspects One Punch Man, ou que ce soit encore les jeux vidéo Double Dragon et Mortal Kombat avec les Fatality. Alors, après avoir dit tout cela, est-ce que j'aime Ken le survivant? Franchement, je suis pas fan. Certes, l'anime manga a des qualités, mais je n'accroche absolument pas ni avec le dessin, ni même avec l'univers post-apocalyptique. Et puis, quitte à assister à un défilé de chanteurs glam rock adeptes de pogo, autant se rendre au Hellfest. Ah oui, et j'oubliais, il y a ça aussi. Sérieux, c'est épidermique. C'est quoi cette rhétorique de baston limitée à seulement 2 lettres de l'alphabet? Et pourtant, malgré ma réticence, je préférerais encore regarder 10 fois de suite Hokuto no Ken, car au moins à l'époque, la plupart des attaques au couteau n'étaient que du dessin animé. Moi, je le trouve étrange. Qui? Lui ou moi? Qu'est-ce qui est le plus étrange de nous deux? Bref, quoi qu'il en soit, on se retrouve prochainement pour une review d'un animé qui réveillera de sérieux souvenirs. Chef, petit chef, qu'est-ce qu'on fait exactement? On s'en va. Ah bon, on s'en va, mais... Oui, sauf petit peu. Ah bon? Où ça?